Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 22 octobre 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, je poursuis donc aujourd'hui encore cette traversée du cercle infernal, des cercles infernaux, oui, d'Outremont. Je poursuis donc ma petite auto-psychanalyse sauvage. Ouais, oh, j'ai tellement de choses à vous dire, hein. C'est assez incroyable quand on y repense. Et si vous avez suivi les deux vidéos précédentes où j'ai raconté quelques histoires d'horreur, eh bien, sachez que j'en ai encore quelques-unes en réserve. Je ne vais pas tout vous dire, hein, tout de même, pas tout de suite. Il faut savoir se garder des choses. En fait, pas pour moi, parce que on pourra peut-être s'étonner ici que je révèle un certain nombre de choses, certains secrets de famille, mais ce n'est pas ma famille, ce n'est pas mes familles, ce n'est pas mon monde. Ça n'a jamais été. Ça ne le sera jamais. Parce qu'après avoir commis les deux vidéos d'hier et d'avant-hier, j'ai réfléchi à cette singularité de ma propre existence. À 18 ans, j'en savais déjà plus que la majorité des gens de 40 ans. J'avais déjà acquis une sagesse, un savoir, une force même, assez incroyable quand j'y repense. Je ne sais si je vous ai raconté qu'à l'âge de 15 ans, j'ai été ce qu'on appelle un enfant de la DPJ. Ma mère ne sachant plus quoi faire avec moi, tellement j'étais devenu révolté, mais d'une révolte intelligente, je dirais. Je n'étais pas un délinquant. J'étais un voyou intellectuel. Et au fond, ça a toujours été mon idéal d'être un voyou intellectuel, d'être un bum de la pensée, si vous préférez. Et donc, je séchais les cours, je faisais des fugues. Parfois, je piquais des crises de colère aussi. Je me suis déjà battu avec la police. La police m'a déjà battu également. On va rencontrer ça une autre fois. J'ai failli me retrouver à Saint-Vallier, la fameuse école Saint-Vallier, école de réforme. Les policiers sont venus me chercher dans mon lit. Mon directeur aussi était venu me chercher dans mon lit à quelques reprises. Le directeur Guyamier. Je le nomme parce que c'est un honnête homme et j'avais de l'estime pour lui. Et Guyamier, qui était le directeur des secondaires 1, secondaire 2, voulait me sauver, car j'avais été un premier de classe tout de même. Hein? Même si je venais de la rue Ontario, je m'étais quand même adapté. Très très bien même, je dirais. En tout cas, au niveau scolaire, j'étais un premier de classe. Ce qui me valait lire de mes compagnons de classe. Je vous ai raconté que j'ai été le protégé de Frédéric Bach. J'ai été son protégé. Il a été mon mentor pendant, pendant au moins un an. Chez lui, on discutait d'art. J'ai passé à son émission de télévision qu'il réalisait sur les ondes de Radio-Canada. Téléchrome, ça s'appelait. Et la limousine de Radio-Canada venait me chercher là, sur la rue Boulevard Saint-Joseph, là, dans le modeste bloc appartement où nous habitions. C'était assez mignon de voir la limousine stationnée à l'entrée de ce bloc-là. Et le chauffeur en livrée qui nous ouvrait la porte, qui après ça, qui allait chercher les autres participants. Donc, une jeune fille de Westmount, qui est nous un genre, comment elle s'appelle, là, la tennis girl, là, la tennis woman, Bouchard. Ce genre-là, blonde, arrogante, infatuée, imbue d'elle-même, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Elle nous toisait, nous les autres participants. Elle était comme une classe à part. Mais son talent était équivalent au nôtre. Parce que forcément, nous avions, en fait, eux avaient été choisis, moi j'avais été choisi hors concours. C'est-à-dire que Frédéric Bach m'avait choisi sans me faire passer par le concours, qui est un concours ouvert au grand public. Et lorsque la professeure, a annoncé que le lendemain, le samedi, je passais à la télévision, eh bien, la classe au complet s'est mise à huer. Ouais, la jalousie des gens d'Outremont est indépassable, inqualifiable. Et je me souviens d'avoir clairement pensé, d'en avoir rougi d'abord d'étonnement et d'avoir clairement pensé
Ah, c'est donc ça, la puissance. D'avoir éprouvé un incroyable sentiment de toute puissance. Évidemment, je n'avais pas parlé à personne, je n'ai rien dit à ma mère. Je suis retourné le lendemain, bien évidemment, je suis passé à la télévision. Et puis, ça a duré 4 semaines. On dessinait, nous étions 5 ou 6 dessinateurs et les gens téléphonaient pour nous dire ce qu'ils voulaient qu'on dessine. Et puis là, on le dessinait. Je vais raconter ça une autre fois. Alors donc, je séchais mes cours et soit j'allais fumer des joints dans le parc Outremont, ou soit encore, j'allais à la bibliothèque lire. Et ce directeur-là, Guyamier, qui était au courant de mes exploits passés, premier de classe, protégé de Frédéric Bach, émission de Radio-Canada et tout ça, voulait me sauver. Alors, soit il venait me chercher dans le parc Outremont, ou soit encore, il allait me chercher à la bibliothèque. Et je me souviens, entre autres, d'une fois, je lisais, j'avais lu Madame Bovary de Flaubert. Et il m'avait pris par la manche, il m'avait sorti de la bibliothèque. Et une fois rendu dans le couloir, il m'avait demandé « Mais qu'est-ce que tu es en train de lire? » Alors, je suis en train de lire Madame Bovary. Ah, c'est pas possible. T'es découragé. T'es découragé de voir ça, que quelqu'un on va dire, d'aussi intelligent soit incapable d'aller à l'école. Je détestais l'école. Dès que la cloche sonnait à 8h30, j'avais l'impression d'être dans une prison. Et il m'arrivait de regarder, d'écouter les professeurs et de m'interroger, comme vous l'avez entendu d'hier, sur comment ils faisaient l'amour, comment ils se comportaient avec leurs enfants. Est-ce qu'ils les battaient? Est-ce qu'elles étaient des mères contrôlantes, manipulatrices? Et je pouvais comme ça là, les observer en rêvant, en imaginant leur vie au quotidien, en n'écoutant absolument rien de ce qui sortait de leur bouche. C'était d'un ennui total. Je ne crois pas que les choses ont changé. Aujourd'hui, on met les enfants sous médication. Un ami pour la vie, tel est le nom d'un des médicaments qu'on donne aux enfants. Aux États-Unis, il y a un médicament qui s'appelle comme ça. La publicité du slogan, c'est un ami pour la vie. Alors, beaucoup sont sous antidépresseurs. Beaucoup ne peuvent plus supporter ça. Ben, on va en imputer la faute à l'électronique. Ben, écoutez, je suis certain qu'un iPad, c'est infiniment plus intéressant qu'un professeur distillant un ennui incommensurable. C'est quand même incroyable. De 1 à 5 ans, les enfants sont des génies. Ils apprennent à parler, marcher, compter. Ils apprennent parfois même une deuxième langue. Et puis finalement, on les retrouve à 15 ans, c'est les légumes. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'entre 1 et 5 ans, ce soit des véritables génies sur deux pattes, qui apprennent tout avec une facilité incroyable, et qu'après ça, ben, ça devient des zombies. Je vais quand même vous quitter aujourd'hui sur une autre petite histoire d'horreur. Alors donc, oui, 18 ans, enfant de 15 à 18 ans, enfant de la DPJ, j'ai vu une batterie de psychologues, de travailleuses sociales. Tout ce beau monde se penchait sur mon cas. Et franchement, là, quand j'y repense, on dit quoi, un garçon de 17 ans qui a tout lu Dostoïevski? Il avait tout lu Dostoïevski. Il avait lu Sartre, qui avait lu Nietzsche, qui vouait un culte à Rimbaud. Alors, retrouver avec des psychologues complètement demeurés, c'est mon mot préféré, je dis sans arrêt, des taouins, des cornichons. Et on se confie à qui à 17 ans? Et à l'école, eh bien, personne ne lisait de livres. Ah, voilà, là, je lâche quelque chose. À Outremont, là, dans une classe de 30, eh bien, il y avait peut-être 2 qui lisaient des livres. 2 ou 3 gros max. Les autres, ils en avaient rien à foutre. Et même si je doublais, j'avais des cours en 1, j'avais des cours en secondaire 1, en secondaire 2, en secondaire 3. J'étais en français enrichi en secondaire 3. J'avais beau ne jamais aller à mes cours, je ne parvenais pas à redoubler. Et parfois, là, du fond de la classe, je lâchais des commentaires sur le texte que j'avais lu parce que je lisais les livres au programme. Je lisais les livres quand même.
J'avais adoré La petite poule d'eau de Gabriel Leroy. J'avais adoré également Maria Chapdelaine. Maria Chapdelaine, oui, c'est un grand classique de littérature franco-québécoise. Maria Chapdelaine. Et puis donc, je lisais les livres. Mais de là à remettre les travaux, hein, quand même, il ne faut pas exagérer. Alors, j'étais pas mal bon à l'oral, quand même. Alors, je me levais et j'expliquais le texte. Et les profs, encore là, étaient complètement mortifiés de voir un tel talent, ne pas connaître son épanouissement. Vous raconterez un jour le moment précis où j'ai décidé d'abandonner l'école. Alors donc, oui, vous comprenez qu'après avoir vécu tout ça, la Ontario, Outremont, je me suis retrouvé à 18 ans, travailler dans une usine. Parce que le jour précis de mes 18 ans, le 15 mai, la DPJ m'a remis les fonctionnaires de l'aide sociale, m'ont remis un gros chèque qui était quand même assez imposant. Et ils m'ont dit, ben, bonne chance dans la vie, mon vieux, débrouille-toi. Et cette journée-là, de mes 18 ans également, j'avais une amoureuse. Une amoureuse, ouais, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Premier chagrin d'amour, hein, le fameux premier chagrin d'amour. Celui qui peut nous emporter, celui qui peut nous tuer. Et cette amoureuse-là, eh bien, son père était professeur d'université, professeur de littérature. Et le jour de mes 18 ans, sa fille unique, il y avait d'autres enfants, mais celle-là, c'était sa fille unique, sa fille unique aînée, qu'il adorait, je le comprends, elle était magnifique. Moi aussi, je l'adorais. Sauf qu'on ne l'aimait pas de la même manière. Eh bien, il m'a menacé. Il m'a menacé de me poursuivre pour détournement de mineurs. Le jour de mes 18 ans, je me suis fait menacer d'être poursuivi par un professeur d'université qui supportait assez mal que je trouve sa fille si magnifique. Alors, oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, évidemment? Je suis sorti avec cette fille-là à peu près 1 an. Elle a fini par me quitter. Je n'appartenais pas à son milieu, c'était clair. J'avais beau être intelligent, j'avais beau avoir un vécu assez incroyable derrière moi. Elle n'en avait cure, au fond. Parfois, j'ai des nouvelles ici et là dans les branches. Et oui, hein, comme dans une chanson de Charles Aznavour. Et oui, donc, son père était prof d'université en littérature. Et il était impuissant créativement. Il pétait des crises. Il n'était pas capable d'écrire. Il avait toujours en tête d'écrire un roman, mais il n'y parvenait pas. Parce que le regard des autres était trop présent sur lui. Le regard des autres, là, dans le monde de la bourgeoisie, c'est terrifiant. En fait, les bourgeois ne vivent que dans le regard des autres. Et c'est là qu'à quelque part, j'ai de la sympathie pour eux. Parce que Sartre disait qu'il fallait trahir sa classe. Quand on vient d'un milieu merdique, ou pauvre, ou difficile, ben, trahir sa classe, c'est difficile, mais c'est une nécessité. Et quand on vient d'un milieu bourgeois, privilégié, c'est dur de trahir sa classe. Hein? On va où? Dans quelle classe? La classe moyenne n'en a rien à foutre de nous. Les pauvres n'en ont rien à foutre de nous. On va où? Difficile, hein? Je pense que c'est impossible de trahir sa classe. Hein? C'est de là la parabole de l'Évangile, le Christ, le jeune homme riche qui veut suivre Jésus dans sa quête spirituelle. Et Jésus lui dit, écoute, vends tout, mon jeune, puis viens-t'en, suis-moi. Et puis finalement, ben, le jeune homme riche ne peut pas vendre ses affaires. Il est attaché assez bien. Et puis, comme c'est dit dans l'Évangile, il s'en retourna chez lui, s'en retourna attristé de ne pas pouvoir suivre Christ sur le chemin de la vie. Très dur. Et puis, évidemment, toutes les névroses fleurissent dans le milieu bourgeois. Les gens restent pour l'argent, ou le patrimoine familial, ou le qu'en dira-t-on des voisins. Ça, c'est extrêmement puissant. Rivalité sans fin, rivalité mimétique. Ah, c'est l'horreur. Alors, de découvrir toutes ces choses-là, on se retrouve à 18 ans.
on n'est pas outillé pour la vie, on n'a pas d'armes pour affronter la vie. Et puis on sait qu'on ne pourra jamais devenir un bourgeois, pas juste parce qu'on n'a pas l'air de famille, qu'on c'est pas notre milieu d'origine, mais qu'en plus, on sait qu'il n'y a pas d'avenir là-dedans pour nous. Parce qu'on n'a pas envie de ça. On n'a pas envie de se retrouver avec des femmes de ce milieu-là. On n'a pas envie des préoccupations des bourgeois. On n'a pas envie de vivre ça. Alors, à 18 ans, qu'est-ce qui m'a sauvé? Ben, c'est après cette rupture-là, qui a été très douloureuse pour moi, cette jeune femme-là. Et là a débuté pour moi une très, très longue traversée du désert. Très, très longue. Mais n'eût été l'amour des livres, l'amour de la lecture et l'amour d'une femme, l'amour des femmes, ce besoin-là, ce désir-là que j'ai, et de connaître et d'aimer la femme, eh bien, je pense que je n'aurais pas passé à travers. J'ai dit à mon ami Édouard, qui a été estomaqué de cette confession-là, ce qui m'empêchait de me suicider dans la vingtaine, c'est la perspective de ne plus étreindre un corps de femme. Si je meurs, je ne pourrai plus faire l'amour. Et la perspective de ne plus jamais connaître une nuit d'amour et d'aller me retrouver là, dans une urne ou dans une tombe glacée, et bien m'empêcher de m'enlever la vie. Est-ce que je vous raconte une histoire d'horreur? Est-ce que je conclue par une histoire d'horreur? Ouais, je vais quand même conclure. Mais j'en ai d'autres des histoires d'horreur, n'ayez crainte. Mais je pense qu'on va se donner un petit break là, d'histoires d'horreur. Eh bien, celle-ci, justement, j'étais à PGL, Paul Gérin-Lajoie, la seule école publique, la seule école secondaire publique d'expression française. Mais c'était pas dans ma classe que c'est survenu cet événement-là, mais évidemment, ça avait fait un bruit autre. En tout cas, ça avait fait beaucoup de bruit, quoi. Eh bien, la fille, une des filles d'un ministre extrêmement important de l'administration péquiste, fraîchement élu, qui nous avait tellement rendu heureux, hein, cette élection-là du 15 novembre 1976. Eh bien, la fille, à un moment donné, pendant un cours, sans doute terriblement soporifique, comme d'habitude, elle s'est levée, elle a pris son élan et elle s'est lancée par la fenêtre, la baie vitrée. Et elle est allée choir un étage en dessous. Elle ne s'est pas juste brisé la jambe, elle était ouverte aussi, des points de suture. Ça avait fait tout un drame là, dans la PGL. Après ça, cette fille-là a connu toutes sortes de tribulations. La bibliothèque du père a été vendue. Et le père, je ne sais pas où avoir lu ça, mais le père allait à l'échange racheter les livres que sa fille avait vendus. Ouais, pour s'acheter de la dope. Il y avait beaucoup, beaucoup de souffrance à Outremont. Et faire semblant de ne pas l'avoir, cette souffrance-là, eh bien, à un moment donné, on n'est plus capable de ça. Là, aujourd'hui, j'ai encore des amis à Outremont. Je ne sais pas s'ils vont écouter ça. J'ai encore des amis. La plupart n'ont pas l'air de bien aller. Je vous le dis. Là. La plupart ont l'air mal dans leur peau, soit parce qu'ils ont suivi des voies artistiques improbables. Aujourd'hui, presque tout le monde est devenu un artiste. Soit parce qu'ils attendaient autre chose de la vie. Pas facile quand on te dit que tu es le roi de la jungle, finalement, ben, tu n'es pas le roi de la jungle. Tu n'es rien qu'un parmi tant d'autres. Puis en plus, derrière, il y a des classes, là, la classe moyenne. Tu as des kids de la classe moyenne qui n'ont rien qu'une envie, c'est de prendre ta place. Et eux, les drames à Outremont, là, ils s'en foutent complètement. Ils ont juste hâte de faire leur place. Ils sont prêts à tout pour y arriver. Et quand toi, tu penses que ta place, ben, t'es déjà destinée, puis derrière toi, tu as une armée de zombies qui est prête à te déloger de ton fauteuil. C'est pas facile.
Voilà. Voilà, voilà. Alors, c'était une autre séance de confession sur YouTube. Je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite. Toutes les suites possibles, inimaginables, souhaitables, désirables, envisageables. Ma page Facebook, ma librairie. Ben oui, ma librairie dans le Côte-des-Neiges. Oui, dans le Côte-des-Neiges. Mm. Puis je vis encore dans mon quartier d'origine. À chaque jour, au fond, je refais ce chemin-là de mon enfance. De la Ontario au beau quartier. Des beaux quartiers à la Ontario. Toujours eu le sentiment d'être un exilé dans ma propre ville. On peut être un exilé dans notre propre pays, un exilé des classes sociales. Aucun sentiment d'appartenance. J'en suis venu à penser que l'idéal, c'était de venir de la classe moyenne. Classe moyenne, ni trop riche, ni trop pauvre, des bonnes valeurs, on se casse pas trop la tête. On souhaite que nos enfants réussissent. C'est pas grave s'ils ne deviennent pas directeurs d'entreprise, ou architectes, ou ingénieurs. Mais ça, ingénieur, qui fasse un métier honorable. Les valeurs simples, pas trop compliquées. Ça n'aura pas été l'histoire de ma vie, visiblement. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Je crois pas que demain, je vais continuer, parce que, mais n'ayez crainte, j'en ai d'autres histoires du trauma. Mais comme dit Sartre, hein, de la nécessité de trahir sa classe. C'est difficile de trahir une classe comme celle de la bourgeoisie. Ben difficile. Ça rend fou. Il y a plein de monde à demi-fou à Outremont. Ah, ils vous le diront pas, ils vous le montreront pas. Mais moi, je le sais. Allez, bonne journée.